Salut à toutes et à tous les conquérants de la liberté financière. Alors bienvenue dans ce point de marché donc du 3 octobre 2021 qui s'intitule Vers un octobre rouge. Donc vers un octobre on va dire sanglant puisque historiquement toutes les personnes qui ont un peu de bouteille sur les marchés financiers vous diront que octobre est souvent un mois à haut risque. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, hein, je vous présente les disclaimers. J'ai pas la prétention de vous donner comme ça en public des conseils en investissement financier, puisque chaque situation personnelle, chaque patrimoine est différent. Donc rapprochez-vous hein, de votre conseiller en investissement ou en gestion de patrimoine pour avoir des conseils personnalisés. Et puis je vous fais un petit extrait hein, de mon broker donc parmi les personnes qui veulent traiter sur les marchés toutes seules hein, sans l'aide de personne. Je rappelle qu'entre 75 et 90% hein, des traders, hein, des investisseurs non professionnels perdent de l'argent. Et donc là, je vous envoie également, puisque moi-même j'ai 20 ans d'expérience dans la finance, en toute humilité, j'ai aussi fait des erreurs. Donc je vous renvoie aussi sur ce lien YouTube qui énonce, hein, qui énumère toutes les erreurs que j'ai pu faire durant ces 20 dernières années et ce que j'en ai appris. Donc voilà, donc j'aborde cette présentation avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut toujours être humble hein, sur les marchés. Faut pas penser qu'on a la science infuse, loin de là. Alors, vers un octobre rouge. Alors, pourquoi le mois d'octobre est très souvent un mois compliqué sur les marchés? Alors, c'est pas lié au signe du zodiaque, c'est pas lié au fait que octobre est à cheval entre le signe de la balance et le signe du scorpion, hein, c'est pas, c'est pas du tout ça. Alors, moi j'ai fait un petit peu, hein, ça fait quelques années hein, que je suis sur les marchés. Alors, tout d'abord, les marchés réagissent toujours dans l'anticipation de 3 à 6 mois. Donc, en fait, quand vous avez vraiment, vous sentez un marasme économique, sachez que les marchés, en fait, l'ont déjà anticipé il y a 6 mois. Donc, souvent, c'est en octobre que le marché commence à pricer la conjoncture économique de ce que sera l'année suivante, en fait. Donc là, par exemple, on est en 2021. Pour les marchés, 2021 est déjà terminé. Les marchés se projettent déjà en 2022 et c'est à partir du mois d'octobre que les analystes, que en fait, les acteurs du marché commencent en fait à déterminer ce que sera l'économie en 2022 et ce que sera la politique monétaire des banques centrales en 2022. Donc, ce qui explique pourquoi souvent on a ce qu'on appelle en octobre des repricing. Alors, c'est pas tout aussi. Alors, octobre, c'est également un mois très riche en statistiques macroéconomiques trimestrielles. Donc, on va souvent avoir en octobre des chiffres, les chiffres du Q3, mais également des anticipations sur comment va se terminer l'année en cours. Que ce soit en termes de croissance, de dette publique, de dette privée, de taux de chômage, d'inflation. Donc souvent, en octobre, voilà, c'est là où avec les statistiques d'octobre, on cristallise la fin de l'année et on projette ce que pourrait être le tableau économique, macroéconomique, microéconomique à l'année suivante. Et enfin, en octobre, c'est également un mois très dense en matière de publications trimestrielles, donc les publications du troisième trimestre, puisqu'on commence le quatrième trimestre, les entreprises publient leurs chiffres du troisième trimestre, et ces chiffres sont bien plus suivis par les investisseurs que les chiffres de juillet sur le deuxième trimestre. Donc voilà, vraiment d'un point de vue, on va dire, scientifique, pourquoi le mois d'octobre est en général plus, voire beaucoup plus volatile que les autres mois de l'année. Et souvent, il y a souvent des mauvaises surprises ce mois-ci à cause de ces 3 points-là. Alors maintenant, après vous avoir présenté cette vision, on va dire, entre guillemets, hein, scientifique du pourquoi les marchés en octobre sont plus tendus que les autres mois de l'année, on va regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, pour ça, je vais prendre le Dow Jones, qui est un indice pour lequel on a des statistiques qui remontent vraiment au début du XXe siècle, hein, au début des années 1900. Donc on a vraiment un indice qui est sur lequel on a une prise de recul. Contrairement par exemple au CAC 40, hein, le CAC 40 français, par exemple, il n'existe que depuis 1987. Donc on n'a pas un très gros recul sur l'évolution du CAC 40, alors que le Dow Jones a un historique beaucoup plus profond.
Alors si on remonte dans l'histoire et qu'on regarde ce qui a pu se passer en octobre, donc les faits marquants des mois d'octobre de l'histoire, alors premièrement, déjà la Grande Dépression de 1929, ça c'est ce qu'on apprend également dans les livres d'histoire au collège et au lycée. Alors pour un petit résumé de ce qui s'est passé, donc tout le monde sait que le crack a commencé en octobre 1929. Alors un petit historique, le Dow Jones d'abord, le 12 janvier 1906, le Dow Jones franchit les 100 points. De 1920 à 1929, le Dow Jones, la valeur du Dow Jones est multipliée par 3. Donc c'est ce qu'on appelle les années folles. On sortait de la Première Guerre mondiale. Euh, voilà, il y avait vraiment la naissance de l'automobile. On avait vraiment une véritable révolution industrielle. Voilà, beaucoup d'Américains notamment commençaient à imaginer tous avoir chacun leur voiture. Donc on était vraiment dans un contexte d'euphorie, la fin de ce qu'on appelait la der des der, la plus grande guerre, qui était la Première Guerre mondiale. Donc il y avait un vent d'optimisme qui, pendant 10 ans, a provoqué une envolée des indices boursiers qui ont été multipliés par 3. Le 3 septembre 1929, donc après la décennie des années folles, le Dow Jones clôture à 381,17 points. Donc là, on commence à avoir un septembre 1929 volatile, mais sans forte baisse. Et c'est vraiment au cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 1929, et notamment le 28 octobre 1929, que se produit ce qu'on appelle le jeudi noir, avec une chute du Dow Jones de 13% en une seule journée. Donc ce crack de 1929, donc qui a commencé en octobre 1929, va durer 3 ans et provoquer une chute du Dow Jones de quasiment 90%, puisqu'en juin 1932, donc au plus bas de la crise, le Dow Jones ne vaut plus que 42,84 points. Donc c'est énorme, on passe de 381 points à 42,84 points. Et il faudra attendre 1956, donc 27 ans, pour que le Dow Jones retrouve son niveau d'avant le crack de 1929. Donc voilà, ça c'est le premier exemple d'un mois d'octobre particulièrement sanglant que tout le monde, quasiment tous les acteurs du marché connaissent. Alors, il n'y a pas que octobre 1929, on va remonter, on va revenir vers le présent. On a également le crack de 1987. Alors il est beaucoup moins connu par l'ensemble des investisseurs, mais il a eu quand même des conséquences non négligeables. Alors, pour vous donner un contexte de ce qui s'est passé en 1987, alors suite à la baisse du dollar, les marchés connaissent une forte ascension entre 1985 et 1987. Le 22 février 1987, il y a les accords de Paris qui sont destinés à mettre fin à la baisse du dollar. Alors cette baisse du dollar n'a pas été sans conséquence puisqu'elle a provoqué une forte remontée de l'inflation, et en particulier de l'inflation importée. Et pour y mettre fin, la Fed envoie des signaux laissant entendre qu'elle va durcir sa politique monétaire, donc restreindre le crédit et remonter les taux. Donc qu'est-ce qui se passe? Durant l'année 1987, les taux remontent graduellement, justement par anticipation du fait que la Réserve fédérale va durcir sa politique monétaire. Et qu'est-ce qui se passe? Le 19 octobre 1987, les marchés paniquent, donc après une volatilité qui n'a cessé d'augmenter, et on a le lundi noir où le Dow Jones va perdre 508 points, soit 22,6%. C'est la plus forte baisse de toute l'histoire en une seule journée, 22%, plus de 22% de baisse du Dow Jones en une seule journée. Alors pourquoi cette chute? Alors deux points expliquent cette baisse. On a tout d'abord le début de la mise en place de ce qu'on appelle le mécanisme d'immunisation des portefeuilles, alors qu'on peut traduire Capital Asset Pricing Management, donc que les personnes qui suivent des études en finance connaissent. Et voilà, ce mécanisme, en fait, ce sont des mécanismes de couverture. Les gérants commencent à prendre des couvertures pour couvrir leur portefeuille contre une éventuelle baisse de marché. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gérants ont voulu se couvrir en même temps, ce qui a finalement provoqué, accéléré la baisse des marchés. Et enfin, deuxième gros point, alors aujourd'hui ça peut paraître évident pour tout le monde, mais dans ces années 1986-1987 apparaissent ce qu'on appelle des systèmes automatiques d'achat et de vente d'actions, des robots, en fait les premiers robots, qui étaient relativement récents à l'époque et qui ont amplifié et accéléré le plongeon des cours.
Et en fait, c'est à partir de 1987 que Wall Street et progressivement toutes les bourses mondiales vont se doter de ce qu'on appelle de coupe-circuit qui déclenche automatiquement l'arrêt des transactions si la baisse des indices dépasse un certain pourcentage. D'ailleurs, ce mécanisme a été mis en place notamment après le 11 septembre 2001 et après, durant la crise du Covid en mars 2020. Donc voilà un autre exemple d'un octobre particulièrement sanglant. Alors c'est pas fini, on a la crise asiatique de 1997 que les plus vieux peut-être connaissent. Alors qu'est-ce qui se passe? Un petit résumé. En 1997, les bourses asiatiques bénéficient d'un afflux massif de capitaux étrangers qui se retirent ensuite et déstabilisent la monnaie puis l'économie des pays et amènent la fin du système de change fixe. Donc la libéralisation des mouvements de capitaux, le surinvestissement, un important déficit de la balance financière, des niveaux de dette extérieure très élevés, ainsi que la surestimation du taux de change de la monnaie sont des causes sous-jacentes de cette crise qui a débuté sous la forme en fait d'une crise monétaire, avec une forte dépréciation des monnaies et notamment des monnaies asiatiques. Alors la crise ensuite elle a eu un effet domino dans la région et est initiée par l'effondrement du baht thaïlandais après que le gouvernement thaïlandais a été forcé de laisser flotter sa monnaie à cause d'un stock de devises insuffisant pour soutenir son taux de change face au dollar américain. Alors donc la crise a frappé la plupart de l'Asie du Sud-Est et le Japon qui ont assisté à l'effondrement des monnaies et à une débâcle de leur marché boursier avec une augmentation brutale de la dette privée. Taïwan a vu par exemple sa monnaie se déprécier de plus de 45% par rapport au dollar en 3 semaines. Enfin c'est vraiment énorme, même si Taïwan est un pays entre guillemets émergent. Enfin, une chute de 45% en 3 semaines, c'est vraiment énorme. Pour retrouver un effondrement d'une telle ampleur, il faut revenir à ce qui se passe en ce moment au Liban, avec la chute de la livre libanaise par rapport au dollar. Donc suite à tout ça, donc cette crise est montée, est montée crescendo. Le 27 octobre 1997, donc la crise asiatique finit par affecter les bourses occidentales et le Dow Jones perd plus de 500 points, soit 7% en une seule séance. Alors cette crise que certains spécialistes de la finance connaissent a provoqué l'effondrement du célèbre fonds LTCM qui était dirigé par d'éminents financiers et même prix Nobel d'économie. Et un des célèbres gérants de ce fonds n'est autre que Myron Scholes, qui est quand même le père du fameux modèle de Black Scholes que tous les intervenants, tous les traders, les structureurs des salles de marché connaissent, ainsi que les gérants de portefeuille. Vous voyez même quelqu'un qui a quand même créé, on va dire, l'équation fondamentale de la finance, le modèle de Black Scholes, même quelqu'un comme ça, il s'est retrouvé, entre guillemets, avec son fonds LTCM et les autres associés, démunis face à cette crise asiatique de 1997. Donc vraiment, ça nous amène à aborder les marchés avec beaucoup d'humilité. Vous voyez, même les meilleurs peuvent perdre leur chemise. Alors on a d'autres cracks qui ont été soit qui ont connu leur début en octobre, soit qui ont été amplifiés en octobre. On a le crack des technos et du 11 septembre 2001. Donc à la suite du crack des technologies et des attentats du 11 septembre, le mois d'octobre 2001 va être terrible sur les marchés avec une baisse de plus de 10% du Dow Jones entre fin septembre 2001 et début novembre 2001. Donc encore un mois d'octobre vraiment catastrophique. Plus proche de nous, c'est la crise des subprimes et la faillite de Lehman Brothers en 2008. Alors, pour un petit rappel des faits, donc subissant de plein fouet les conséquences de la crise des subprimes, donc Lehman Brothers fait faillite en septembre 2008 et le Dow Jones en fait va chuter de plus de 10% sur la première semaine du mois d'octobre 2008 et il va achever l'année à moins de 9000 points alors qu'il avait entamé l'année 2008 à 13 000 points, ce qui est quand même une chute assez, c'est quasiment l'une des plus fortes chutes de ces 20-25 dernières années avec la crise du Covid. Encore autre mois d'octobre très douloureux pour les marchés, la crise du plafond de la dette américaine de 2011. Alors, en 2011, sous la présidence de Barack Obama, donc la dette des États-Unis atteint un plafond et il faut un vote du Congrès pour remonter le plafond de la dette. Donc, chaque quelques années, ce thème du plafond de la dette, du relèvement du plafond de la dette aux États-Unis revient, mais en 2011,
cette crise en fait va avoir une saveur particulière puisque les républicains vont vouloir vraiment faire un barrage, faire pression sur Barack Obama et ils vont carrément faire obstacle au relèvement du plafond de la dette qui allait entraîner à l'époque une paralysie des administrations américaines. Donc ces paralysies atteignent leur paroxysme en octobre 2011 et le Dow Jones va chuter de plus de 10% durant ce mois d'octobre 2011, attisé aussi par tous les problèmes de crise de la dette publique en zone euro, puisque pour celles et ceux qui s'en souviennent, en 2011, ça a été vraiment la crise de la dette grecque, la crise italienne, espagnole, où on va voir les taux grecs flamber à 30%, les taux italiens monter à 5-6%. On va avoir cette crise aussi de la dette en zone euro, cumulée au plafond, à la crise du plafond de la dette aux États-Unis, ce qui allait provoquer un octobre vraiment assez noir sur les marchés en 2011. Donc, vous voyez, donc ça c'est pour vous donner un ordre d'idée, voilà, que octobre, voilà, est un mois qu'il faut qu'il faut pas prendre à la légère, non pas pour des raisons, voilà, de astrales, etc., mais tout simplement pour des raisons économiques, politiques et monétaires, puisque le mois d'octobre, c'est le mois où on commence à anticiper ce que sera l'économie, la politique monétaire durant l'année prochaine. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'actualité économique, monétaire et politique de cette semaine. Donc moi, si je devais mettre un titre sur ce qui s'est passé cette semaine, un thème, je dirais adieu le Covid, bonjour l'inflation. Alors, pourquoi cela? Alors, tout d'abord, on va commencer par une bonne nouvelle, hein, c'est le tout dernier point de ce slide. Donc Merck annonce la mise en place d'un traitement efficace pour traiter le Covid. Et ça c'est un très très gros espoir pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, qui se disent nous on veut pas du vaccin, on préfère prendre le risque de tomber malade, puisque en misant sur le fait qu'il y aura un traitement contre le Covid. Bon, moi je ne suis pas, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste, mais a priori Merck, qui est quand même voilà, un gros mastodonte, a annoncé que il allait mettre en application un traitement pour lutter contre le Covid, donc contre les symptômes du Covid et traiter la maladie une fois qu'elle s'est déclenchée. Donc ça c'est vraiment un point très important. Alors c'est passé un peu inaperçu par rapport à l'annonce il y a un an de la mise en place du vaccin, du premier vaccin par Pfizer, mais cette nouvelle de Merck aura sans doute des conséquences importantes et peut-être pourrait marquer vraiment la fin de cette crise du Covid. Enfin, toujours est-il que pour les marchés, de toute façon, ça fait déjà plusieurs mois que la crise du Covid, la page est déjà tournée. Maintenant, ce que les marchés craignent, ce que les marchés vont anticiper, c'est quel sera le rebond de la croissance et quelle sera la pérennité de cette croissance post-Covid et quels seront les effets de l'inflation. Alors on a eu pas mal de statistiques cette semaine, de bonnes statistiques aux États-Unis, notamment des dépenses des ménages meilleures qu'attendues, et une confiance des consommateurs, donc c'est l'indice du Michigan, supérieur à ce qui était prévu. Donc ces statistiques en fait montrent que l'économie américaine continue à aller de l'avant. Donc ça c'est plutôt positif. Alors le gros des mauvaises nouvelles a été pour la zone euro, qui avec un net ralentissement de la croissance du secteur manufacturier en raison des goulets d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement. Donc on a l'indice PMI manufacturier qui est sorti à 58,6 en septembre, contre une estimation de 58,7 et des attentes à 61,4. Donc là c'est une grosse déception, on voit que vous voyez, vous entendez beaucoup parler des pénuries, des chaînes d'approvisionnement, elles commencent à avoir un impact sur la croissance européenne. Parallèlement à ça, donc parallèlement à cette croissance qui ralentit, on a le taux d'inflation annuel de la zone euro qui ressort à 3,4% en septembre, au plus haut depuis 2008. Et parenthèse, pour la France, ça y est, on a dépassé le niveau d'inflation de 2%. Donc on est maintenant, l'inflation française est supérieure à 2%, avec carrément une explosion
des prix de l'énergie, notamment, hein, puisque je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans les grands médias, hein, ce qu'ils annoncent. Hein. On va avoir un prix du gaz qui va augmenter de 12 à 13% ce mois d'octobre. On a l'électricité qui va flamber de plus de 10% début 2022. Donc on a vraiment des montées des prix de l'énergie. Et donc toutes ces montées de prix de l'énergie n'annoncent rien de bon sur l'inflation future sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et enfin en Allemagne, le taux d'inflation dépasse 4% au plus haut depuis le début des années 90. Donc l'inflation en Allemagne atteint un plus haut depuis 30 ans. Et rappelons-le que les Allemands ont, pour l'inflation, ont horreur de l'inflation depuis le traumatisme de l'hyperinflation de Weimar en 1923. Sachant que l'Allemagne, hein, ça y est, Angela Merkel a tiré sa révérence et un nouveau gouvernement allemand est en train de se mettre en place. Et rien ne dit au moment où je fais cette vidéo que le gouvernement allemand va laisser la Banque centrale européenne continuer sa planche à billets. Donc on pourrait très bien avoir l'Allemagne qui sous pression de cette inflation qui remonte, avec un nouveau gouvernement qui pourrait se ranger d'autres pays européens comme les Pays-Bas, l'Autriche, les pays du Nord, pour infléchir la politique de la Banque Centrale Européenne afin qu'elle arrête sa planche à billets et qu'elle remonte ses taux. Et ça ne sera pas sans conséquence sur les marchés et notamment sur les marchés européens. Donc voilà un résumé de ce slide. Donc Covid, a priori, on semble vraiment tourner la page de cette crise du coronavirus hein, qui aura duré 18 mois. Donc a priori 2022 verra vraiment la sortie du Covid. Mais attention, le rebond de la croissance qui a suivi la fin du Covid pourrait marquer le pas. Donc on pourrait avoir un ralentissement de la croissance, notamment en Europe, cumulé à une hausse de l'inflation. Et ça, c'est un scénario que les marchés détestent. C'est un scénario qu'on appelle le scénario dit de stagflation. Baisse de la croissance, hausse de l'inflation à cause de l'inflation importée, hein, de l'inflation des matières premières agricoles, des matières premières alimentaires, des matières premières énergétiques. Alors, maintenant, voilà, je vous ai parlé d'octobre, qui est un mois à haut risque. Je vous ai parlé un peu de l'actualité macroéconomique très contrastée. Maintenant, on va parler un petit peu des conséquences sur les marchés. Alors, on va commencer par le marché obligataire, donc le marché des taux. Donc, je vous ai parlé de la remontée des taux. Bah, ça y est, hein, les taux continuent à monter. Donc là, vous voyez le taux français qui, après être passé en territoire positif la semaine du 20 septembre, bah là, ça y est, il continue son ascension hein, puisque l'OAT 10 ans, donc le taux français 10 ans, qui sert de référence pour les crédits immobiliers. Donc, si vous voulez, si vous avez un projet immobilier, surveillez bien le taux, surveillez bien cette courbe du taux 10 ans français puisque c'est elle qui sert de base pour définir votre taux d'emprunt immobilier. Donc le taux français 10 ans, il approche les 0,20%. Donc c'est une hausse assez forte, hein, puisque je vous rappelle qu'en août, on était à moins 0,15 et là on est à plus 0,15. Donc 30 points de base de hausse du taux français. Donc ça, c'est pas négligeable et c'est aussi ce qui est à l'origine un petit peu des secousses que l'on voit sur les marchés boursiers. Alors en corollaire, sur le graphique de droite, vous pouvez regarder l'évolution cette fois-ci des obligations, la valeur des obligations allemandes, hein, le Bund allemand. Et là, vous voyez que, en corollaire de la hausse des taux, vous voyez les obligations allemandes qui progressivement baissent, hein, leur valeur baisse. Même si on a eu un petit rebond là à la fin de cette semaine, mais globalement, la valeur des obligations allemandes baisse. Et ça, évidemment, c'est voilà, quand les taux remontent, les portefeuilles obligataires subissent la hausse des taux et se déprécient d'autant plus que les taux remontent. Alors, là, on va passer au CAC 40, donc à l'indice phare, l'indice de référence de la bourse de Paris, hein, que beaucoup d'entre vous suivent. Donc là, j'ai pris un graphique de plus long terme. Là, vous avez en août, hein, donc rappelons, les taux français sont au plus bas, hein, à moins 0,15. La bourse française, hein, le CAC 40 est au plus haut, à plus de 6900 points. Donc on retrouve les plus hauts de 2000, des années 2000. Et là, progressivement, le CAC 40 est entré dans un canal baissier. Alors, c'est pas un effondrement, c'est pas un crack, mais on a un canal baissier. Et on a eu
en début de semaine voilà, un petit moment de panique du CAC 40 qui a rechuté sur 6400 points avant de remonter, notamment jeudi et vendredi, grâce à des statistiques, notamment des statistiques américaines de croissance un peu meilleure qu'attendue et avec l'annonce de Merck sur le traitement contre le Covid. Donc on voit sur le CAC 40, on a cette tendance, disons, baissière. On voit quand même se dessiner un support assez fort, hein, le support des 6400 points sur lequel le CAC 40 a rebondi deux fois. On a un double creux. Néanmoins, voilà, il ne faut pas crier victoire trop vite, hein, le CAC 40 reste sous une double résistance, hein. Donc on a le haut du canal baissier qui a pris forme depuis août 2021. Et donc on a le croisement entre la borne haute du canal baissier et la résistance des 6666 points. Donc tant que le CAC 40 est en dessous de 6666 points et en dessous de 6700 points, donc tant qu'il n'a pas franchi ce rideau des 6666-6700 points, le CAC 40 est pour le moment sous pression. Et voilà, il y a toujours un risque, voilà, les risques de baisse n'ont pas disparu. D'autant plus, comme je vous le disais en début de vidéo, on rentre au mois d'octobre, qui est un mois historiquement à risque pour les marchés. Donc voilà pour le CAC 40. Alors, pour le Dow Jones, la situation est un peu plus favorable, puisque on a, comme pour le CAC 40, un double creux qui a été dessiné sur les 33 500 points. D'abord le 19 septembre, puis jeudi. Donc on a un double creux. Là, le Dow Jones a tenté hier une forte remontada, hein, notamment avec l'annonce de Merck sur un traitement contre le Covid. Mais c'est important pour moi de vous rappeler, euh, la sortie de la crise du Covid, elle a été pricée depuis longtemps par les marchés. Donc oui, c'est vrai que Merck, c'est sûr que ça donne un bol d'oxygène au marché, bien évidemment, mais c'est déjà pricé par les marchés, hein, le Covid, voilà, plus personne sur les marchés n'anticipe un confinement type mars 2020. Donc le Covid, c'est déjà derrière nous. Donc oui, Merck a provoqué effectivement un rebond de la bourse américaine, mais si on prend un peu de hauteur, un peu de recul sur ce rebond observé en fin de semaine, on voit que le Dow Jones a une double résistance majeure à franchir, hein, 35 000 points, donc qui a été testé en début de semaine, hein, le vendredi, et le lundi 27 septembre, et la résistance de 35 500 points. Donc tant que le Dow Jones ne franchit pas ce double rideau, là encore, il est soumis à une pression baissière de court terme. Alors, je ne l'ai pas mis ici, hein, sur ces slides, mais à ces graphiques, hein, du Dow Jones et du CAC 40, il faut rajouter aussi un autre indicateur qui est la volatilité implicite des marchés, qui a fortement rebondi et qui est maintenant qui se situe à 22-23% de vol implicite, ce qui est assez élevé. Alors c'est pas la panique, hein, je vous rappelle que lorsque le marché panique, hein, la vol implicite peut monter à 60-70%. Donc là, à 23%, on est loin de la panique de la crise du Covid ou de la crise de Lehman Brothers, mais 23% par rapport à 16-17%, on a quand même une remontée de la volatilité sur les marchés boursiers. Alors pour celles et ceux qui suivent l'Asie, les marchés asiatiques, alors sur le marché asiatique, l'indice de référence donc de la Chine, donc lui pour le coup il est en baisse depuis février 2021. Donc vous avez entendu parler de Evergrande, hein, donc ça fait depuis à peu près 10 jours que les médias spécialisés nous parlent de Evergrande. Bah, sachez que en fait cette crise de Evergrande qu'on parle aujourd'hui, hein, qui saute aux yeux d'aujourd'hui, en fait sur les marchés asiatiques, notamment en Chine, bah, cette crise-là, hein, elle était déjà pricée, elle était dans les cours des marchés chinois déjà depuis le printemps 2021. Evergrande, il n'est pas en difficulté depuis septembre. Les difficultés d'Evergrande, elles ont déjà commencé dès le début de cette année 2021. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque alors que les marchés européens, américains sont en fait sur 2 mois, sont sur une tendance légèrement baissière sur 2 mois, bah, sur les marchés asiatiques, hein,
depuis le mois d'août, bah, en fait, on est dans un canal de consolidation. On est vraiment dans un range horizontal. Les marchés asiatiques ont déjà digéré en partie les risques sur Evergrande, puisque ces risques sur Evergrande, en fait, ont été absorbés par le marché asiatique, par le marché chinois, dès le mois de février-mars 2021. Alors, il ne faut pas crier victoire trop vite, hein. Il y a cette résistance baissière, hein, la droite grise que vous voyez, qui est toujours au-dessus des cours. Donc là, c'est pareil, hein, pour repartir de l'avant, bah, le marché chinois, l'indice chinois, doit déjà dépasser ce range horizontal, hein, qui est compris entre 14 500 et 15 500 points, et doit franchir les 16 000 points pour sortir de ce canal, enfin de cette droite baissière de moyen terme qui a commencé au début de cette année 2021. Alors, donc si sur les marchés boursiers c'est un peu tendu, bah, si on regarde d'autres marchés, hein, que les marchés actions, bah, on s'aperçoit, hein, que sur l'or, bah, c'est pas beaucoup mieux. Sur l'or, c'est pas beaucoup mieux, hein, puisque le marché de l'or, hein, l'or a atteint un record historique en août 2020 et depuis août 2020, on est dans une tendance baissière de moyen terme, hein. Donc, vous voyez la droite rouge qui coiffe, qui coiffe les cours de l'or, mais c'est pas non plus un effondrement. On n'a pas un effondrement baissier de l'or, hein, puisque en un an, on est passé de 2100 points à 1760. Donc c'est une baisse, hein, c'est sûr, c'est pas anodin. On a quand même une baisse de plus de 20% par rapport au record historique, mais c'est une baisse qui s'effectue sur le moyen terme, sur du moyen terme, sur du long terme, on est encore haussier sur l'or, mais sur du moyen terme, on a une pression baissière sur l'or. Et là, on a vraiment, quand on regarde à court terme, on est coiffé, hein, les cours de l'or sont coiffés par cette double résistance, hein, des 1830, 1850 points. Donc 1830 points, c'est cette ligne rose, donc que l'or n'a plus franchi en fait depuis l'été, hein, depuis le début de l'été, la fin du printemps, l'or n'a plus repassé 1850 dollars l'once. Et ces 1850 correspondent aussi au haut du canal de la droite baissière initié en août 2020. Donc là, l'or a rebondi de manière assez forte, hein, sur la zone des 1720 points, mais il reste vraiment, voilà, là on est à 1750, 1760, mais il reste, voilà, il a trois résistances à franchir. Il faut déjà qu'il sorte du petit canal baissier que vous voyez, le petit canal baissier de court terme, avec les deux droites bleues là. Donc il faut qu'il sorte de la zone des 1760, 1770 points. Ensuite, il faut qu'il franchisse les 1820, 1830 points qui correspondent au plus haut touché au printemps, enfin depuis la fin du printemps 2021, et il faut qu'il s'extrait de la droite rouge, hein, qui passe par 1850 points. Donc l'or est sous pression d'une manière graphique, mais également ça se comprend d'un point de vue économique, puisque lorsque les taux remontent, lorsque les taux remontent, les coupons, donc les coupons, les intérêts versés par les obligations vont augmenter, hein, parce que plus les taux montent, plus les détenteurs d'obligations vont avoir des taux, des intérêts, des coupons qui vont augmenter. Or, vous savez que l'or ne verse pas de coupons, ne verse pas de dividendes, ne verse pas de loyer. Donc plus les taux de dividendes, les taux de coupons augmentent avec les taux, et moins c'est intéressant pour les investisseurs d'avoir de l'or, du moins à court et moyen terme. Alors moi, vous connaissez, hein, ma vision, hein. Moi, je pense sincèrement que on va dire sur le moyen long terme, je vois mal comment les banques centrales pourraient remonter les taux de manière significative, tant les économies, les économies européennes et américaines sont endettées, voire même surendettées. Donc des hausses des taux à 3, 4, 5%, comme on a pu le voir en 2008, de mon point de vue, je ne pense pas que l'économie française, que l'économie américaine, que l'économie portugaise, italienne, grecque pourraient supporter des taux à 4, 5%. La seule économie qui, à mon avis, pourrait supporter des taux plus élevés, c'est l'économie allemande, qui a encore un ratio dette sur PIB qui est assez faible. Voilà. Donc pour moi, donc à court terme, on va avoir des pressions, hein, baissières sur l'or à cause des perspectives de remontée des taux,
mais sur le long terme, je reste plutôt positif. Alors sur l'argent, c'est à peu près la même histoire, hein. On a un gros range, hein, initié depuis août 2020. Donc entre 21, donc en gros entre 21,5 dollars l'once d'argent et 30 dollars l'once d'argent, donc c'est un gros range. Et l'argent aussi, hein, entre ces deux bornes extrêmes. Là, cette semaine, ça a été intéressant. On a eu ce qu'on appelle un bear trap, donc on a tapé les 21,75 et on est rebondi. Donc on a cru qu'on pourrait enfoncer cette zone-là et puis on a rebondi vers 22,5. Alors néanmoins, il ne faut pas crier victoire trop vite, hein. L'argent reste sous pression baissière de court moyen terme, puisqu'on a à la fois cette droite rose qui passe par 23-24 dollars l'once que l'argent devra franchir pour retrouver finalement une stabilité. Et puis il y a toujours, hein, cette résistance majeure des 30 dollars de l'once. Donc pour le moment, l'argent reste sous pression, comme l'or. Néanmoins, c'est pareil, hein, à moyen long terme. Moi, je ne suis pas forcément trop pessimiste sur l'argent parce que je vois mal comment les banques centrales pourraient laisser les taux d'intérêt remonter fortement sur le long terme, tant les économies sont surendettées. Et je termine cette description des marchés par les crypto-monnaies avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui, quand on regarde un petit peu un graphique de moyen long terme, il est dans une configuration, on va dire, dans un triangle qui se rétrécit, hein, qui va se rétrécir. On voit qu'il a tapé en avril un record historique à plus de 65 000 dollars le Bitcoin, avant de chuter fortement sur 30 000. Donc on a tapé, les 30 000 ont été testés 3 fois, à 3 reprises. Le seuil des 30 000 a résisté. Et là on voit le Bitcoin qui a rebondi pour taper cette résistance baissière, hein, située au-dessus de 50 000 dollars. Et puis cette semaine a été assez intéressante, hein, sur le Bitcoin, alors qu'il semblait se diriger vers les 40 000 et enfoncer le seuil des 40 000. On a eu vendredi dernier, là, le vendredi 1er octobre, une hausse de 10% du Bitcoin, hein, c'est énorme, 10% en une journée. Le Bitcoin a remonté quasiment de plus de 5 000 dollars, il a pris 5 000 dollars en une journée. Alors, a priori, il n'y a pas vraiment de raison officielle, hein. Moi, j'ai un petit peu regardé un peu les annonces des uns et des autres. Alors, il y a trois hypothèses qui expliquent cette remontada du Bitcoin de 10% en vendredi. La première hypothèse, ça serait une manipulation de cours, hein. Est-ce que des grosses baleines ont profité pour acheter du Bitcoin, ce qui a fortement fait rebondir les cours, hein. Rappelons-le que le Bitcoin, la majorité des bitcoins sont détenus par un petit nombre d'investisseurs, donc il suffit que ces derniers achètent, passent à l'achat pour provoquer soit une hausse, soit une baisse s'ils se mettaient à vendre. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce qu'il y a eu des ventes paniques sur les craintes de l'inflation? Rappelons-le, si jamais demain les monnaies devaient perdre leur valeur, hein, devraient perdre toute valeur par rapport aux actifs tangibles, le Bitcoin, l'Ethereum ont cet avantage, c'est que par construction, ces crypto-monnaies, elles sont produites en quantité limitée. Par définition, on ne peut pas produire du Bitcoin à l'infini, alors que des euros et des dollars, les banques centrales, elles peuvent en fabriquer à l'infini. Et donc, il y aurait eu, à vérifier, hein, en fin de semaine, donc vendredi, un peu une espèce de mini-vente panique sur quelle peut être la vraie valeur des euros, des dollars, ce qui aurait pu provoquer une hausse du Bitcoin comme valeur refuge. Moi, j'y crois pas trop personnellement parce que si on avait eu, si la vraie raison était ça, on aurait dû observer une explosion aussi du cours de l'or, parce que l'or aussi est une valeur refuge contre la politique de planche à billets des banques centrales. Or, l'or n'a pas explosé plus que ça. Donc, a priori, la crainte de l'inflation, pour moi, n'est pas forcément justifiée pour expliquer la hausse du Bitcoin, mais c'est une hypothèse qui est
voilà, qui est évoqué par les analystes. Et enfin, le troisième point qui explique la hausse du Bitcoin, hein, pareil, hein, ce sont des rumeurs qui font état que, a priori, aux États-Unis, on pourrait, voilà, les États-Unis pourraient attendre un petit peu avant de réguler, de mettre en place des régulations sur les crypto-monnaies, ce qui a pu provoquer un vent d'euphorie sur les cryptos et notamment sur Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, donc néanmoins, quand on prend du recul sur cette hausse de 10% en une journée, on voit que le Bitcoin va évoluer dans un triangle, dans un gros triangle de consolidation qui va en gros de 30-35 000 points à 50 000 points. Voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Les tendances n'ont pas évolué sensiblement par rapport à la semaine dernière. Donc on a sur du très long terme, hein, sur du long terme, on a des marchés qui demeurent haussiers, mais à moyen terme, court moyen terme, on a des pressions baissières, aussi bien sur les indices obligataires, sur les indices actions et sur les métaux précieux. Donc on a également, voilà, donc je résume, hein, des actions, des obligations, des cryptos, voilà, qui demeurent un petit peu sous pression. Alors, à surveiller, donc il y a pour moi 4 points à surveiller durant le mois d'octobre. Donc le premier point, alors ça les analystes n'en parlent pas assez, pour moi c'est très très important. Enfin, il faut vraiment suivre ça de près. Alors la seule personne qui en parle depuis même de longs mois, c'est Mark Touati. Il faut surveiller les réactions du nouveau gouvernement allemand face à l'inflation au plus haut depuis 30 ans en Allemagne. Donc ça c'est un point qui n'est pas à négliger, notamment pour nous autres Européens, nous autres Français, qui suivons de près les indices boursiers européens et le CAC 40. Deuxième point à surveiller, l'évolution des matières premières énergétiques et alimentaires. Donc là, on a le cuivre qui est à 4 dollars la tonne, on a le pétrole hein, qui est à 75, entre 75 et 80 dollars le baril, hein, suivant que ce soit le WTI ou le Brent. Donc, surveiller les cours des matières premières énergétiques et alimentaires, puisque ce sont elles qui vont donner le tempo de ce que sera l'inflation dans les prochains mois. Il y a toujours un retard hein, entre l'inflation et le cours des matières premières alimentaires. C'est-à-dire si aujourd'hui le prix du pétrole prend 10%, 10% de hausse du prix du pétrole aujourd'hui, c'est une hausse de l'inflation dans les 2, 3, 4, 5 prochains mois. Troisième point à surveiller, l'évolution du bras de fer sur le plafond de la dette aux États-Unis. Hein. Donc, au moment où je parle, il y a un bras de fer hein, qui s'est engagé entre Joe Biden et le Congrès, puisque le plafond de la dette américaine va être atteint en octobre, encore le mois d'octobre. Hein. Et si le Congrès, donc qui est plutôt proche des républicains, ne donne pas son feu vert pour rehausser le plafond de la dette, on pourrait avoir une nouvelle paralysie des administrations américaines et ça, les marchés pourraient ne pas du tout apprécier ça. Voilà, faites voilà, en référence, voilà, revoyez un petit peu ce qui s'est passé en octobre 2011. On pourrait avoir une crise de ce type-là. Si jamais les Allemands haussent le ton par rapport à la Banque Centrale Européenne vis-à-vis de l'inflation et qu'aux États-Unis on a une paralysie du Congrès contre Joe Biden, on pourrait avoir de grosses secousses. Et enfin, quatrième point à surveiller, c'est l'avalanche. On va avoir une avalanche de publications des entreprises du troisième trimestre qui va commencer dès la semaine du 4 octobre et 11 octobre. Donc il va falloir surveiller ça. Hein. Les analystes ont pricé de beaux résultats en perspective. Hein. Les entreprises nous ont habitués à de belles surprises à chaque fois. Hein. Depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, on a à chaque fois des chiffres meilleurs qu'attendus. Les analystes commencent à avoir l'habitude de ces chiffres meilleurs qu'attendus. Donc là, il va falloir faire attention. Les cours sont encore assez hauts, notamment sur le Nasdaq. Donc il va falloir surveiller hein, si on a des déceptions sur les publications des entreprises la semaine prochaine et dans 2 semaines, on pourrait avoir des dégagements, hein, des fortes chutes, des fortes corrections sur les marchés qui pourraient apparaître. Voilà donc pour cette vidéo qui est peut-être un peu plus longue que d'habitude parce que voilà, j'avais pas mal de points à aborder avec vous, hein, des points d'histoire hein, sur octobre, sur le mois d'octobre, hein, pourquoi le mois d'octobre est un mois compliqué, un rappel de l'actualité macroéconomique, une analyse technique des marchés et cette conclusion. Voilà.
Bah écoutez, n'hésitez pas hein, à me répondre hein, si vous avez des commentaires sur cette vidéo, à partager cette vidéo, à avoir des commentaires. Moi, je serais ravi de pouvoir vous répondre. Et si vous avez beaucoup de commentaires qui vont dans le même sens, moi, je serais aussi enchanté de faire une vidéo sur une thématique qui vous tient à cœur. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et je serai heureux de vous retrouver pour un nouveau point en fin de semaine prochaine. Bonne journée, à bientôt, au revoir.